Bien, ben écoutez, on va trouver que 6 par rapport à 11 inscriptions. C'est une très bonne proportion, hein. Donc, je vais vous passer la parole. J'ai déjà déclenché le bouton enregistreur. Euh, L'habitude dans le séminaire, c'est de laisser l'intervenant se présenter lui-même, hein, car la description qu'il donnera de lui-même sera généralement plus pertinente que celle que je pourrais donner, parce qu'il insistera sur les aspects qui lui paraissent le plus intéressants. Alors, je vous passe la parole en vous remerciant d'avoir accepté d'intervenir dans ce séminaire aujourd'hui. Ok. Bonjour à tous, merci pour votre présence, pour entendre quelques résultats provisoires de la recherche que je mène sur la Chine en Angola. Je dois commencer pour m'excuser pour mon français. J'ai essayé de présenter tout mon travail en français, mais je ne suis pas sûr que vous me comprenez. Alors, Il n'y a pas je de vais problème. essayer. De toute façon, dirons-nous, l'effort, dirons-nous, nous permet de vous pardonner tout. OK, OK, merci. Alors, euh, ceci, c'est un travail en cours sur les relations entre l'Angola et Chine que je fais à Oxford puis 2022. Il abordera trois thèmes: le début des relations fortes entre les deux pays, les conséquences perceptibles et la situation actuelle. Alors, trois grands termes. Sur le début, on doit peut-être commencer une analyse des relations entre Chine et Angola euh, au début du 21e siècle pour examiner bien brièvement les interactions antérieures entre les deux pays. Il en fait au moins à partir des années 60 du siècle dernier, la Chine a un certain intérêt et une certaine influence sur l'Angola et vice-versa. La célèbre voyage de Chou Enlai en Afrique en 63-64 a donné lieu à la première approche chinoise contemporaine intense au continent et aussi deux types de mouvements concernant l'Angola. Pour une part, le Portugal, la puissance coloniale au temps en guerre en Angola, a envisagé d'établir des relations diplomatiques avec la Chine communiste. Les dirigeants portugais ont tenté de former une sorte de Nixon-Kissinger avant la lettre, mais ils ont été freinés, ironiquement, par les États-Unis. Entre-temps, en Angola, les mouvements de libération angolais ont commencé à compter avec les soutiens de la Chine en termes d'armes et de formation. Dans un premier temps, et ça sera important, la Chine n'a pas une préférence marquée et a aidé tous les mouvements, compris le MPLA, le FNLA et l'UNITA, les trois mouvements qui ont été en guerre avec le Portugal dans les années 60. À partir d'un certain moment, une fois que l'Union soviétique avait mis tous les œufs dans le panier du MPLA, la Chine a choisi de soutenir la UNITA pour faire contrepoids aux soviétiques. Néanmoins, les actions diplomatiques de la Chine ont été essentiellement pragmatiques et il y a eu tentative d'établir relations avec les FNIA et MPLA qui sont poursuivis au fil des ans. Alors, avec l'indépendance de l'Angola en 1975 et la transformation du pays en camp de la guerre froide, la diplomatie chinoise s'est trouvée confrontée à un dilemme. Elle ne veut pas soutenir les États-Unis, mais elle considère les Soviétiques comme son principal ennemi.
La Chine adopte alors un discours public de paix et fraternité, mais elle se retourne contre l'MPLA qu'elle juge trop pro-soviétique. L'MPLA est au gouvernement à Luanda. Là, les relations avec le nouveau gouvernement de Luanda n'ont pas été brillantes. En fait, Pékin l'a ignoré pendant un certain temps. C'est seulement en 1983, presque dix ans après l'indépendance, que les relations diplomatiques sont formellement établies entre la Chine et l'Angola. Et la dernière étape du processus de normalisation des relations sino-angolaises a été la visite du président José Eduardo dos Santos à Pékin en octobre de 88. Bien que la visite ait été cordiale, elle n'a pas été chaleureuse. Au cours des années 90, la Chine était engagée dans un important processus de réforme interne et les interactions avec l'Angola n'étaient pas une priorité. Ça veut dire, par conséquent, qu'il n'existait aucune base historique forte qui permet de prédire que la Chine deviendrait le partenaire économique le plus important de l'Angola et qu'elle définirait un modèle possible d'intervention en Afrique, le modèle angolais. La vraie est qu'après avoir été mauvaises, les relations entre le gouvernement du MPLA sont devenues tièdes avec la Chine, mais rien indique qu'il y ait un très grand rapprochement. Mais, cependant, de manière assez surprenante, la vérité est qu'avec la fin de la guerre civile en Angola, en 2002, le pays s'est tourné vers la Chine pour obtenir un soutien économique. Et la Chine est devenue son principal partenaire économique. Alors, un vrai grand changement. L'explication officielle de cette relation soudaine et apparemment étroite s'inscrit généralement dans le paradigme d'un État rationnel qui prend des décisions institutionnelles. On a vu l'explication qui nous disent que dans un premier temps, le régime angolais s'est tourné vers l'Occident et le FMI, le Fonds monétaire international, pour financer la reconstruction du pays après la guerre, mais mécontent des exigences de responsabilité et de transparence du FMI et l'incapacité de ce dernier à faire des compromis et à répondre aux souhaits angolais, l'Angola avait choisi d'obtenir un financement de la Chine dans le cadre d'une décision État à État. Alors, la réalité semble toutefois plus complexe que cette explication que j'appellerais simpliste. L'Angola, qui a mis fin à la guerre, n'y disposait pas d'un État fonctionnel et institutionnel. Une bonne partie des fonctionnaires de l'État ont été privatisés et confiés à des entités extérieures, ce qui a permis ce que l'on appelle aujourd'hui la capture de l'État. Par exemple, la sécurité des diamants a été assurée par Arkady Gaidamak. La fourniture d'armes par Pierre Falcon, un Français bien connu. Divers aspects immobiliers et financiers par les groupes financiers Espírito Santo, un groupe portugais,
au sein duquel se distinguait la société ESCOM et son homme fort, Elder Batalha. Alors, il y a des personnes privées qui occupaient des places importantes dans une structure informelle de l'État angola. Et c'est cette privatisation des fonctions d'État qui a permis l'accord avec la Chine. On verra de suite comment. En même temps, le président dos Santos, le président de la République de l'Angola, comme d'autres élites angolaises, se méfient beaucoup de l'Occident et de ses institutions. C'est dans ce contexte qu'on doit inscrire l'accord avec la Chine, une sorte d'entreprise privée qui en même temps répondait au désir de Dos Santos, qui ne voulait pas dépendre du FMI ou de l'Occident. Pour Dos Santos, l'approche de la Chine était une question de sécurité nationale. Il convient donc faire deux remarques. Le premier point est que Dos Santos a choisi de ne pas recourir au FMI plutôt que l'inverse. Pour raison de sécurité, le président angolais ne voulait pas être trop dépendant de l'Occident. Le deuxième point, et c'est le plus important à mon avis, est que l'Angola se trouvait en Chine en grande partie grâce à des contacts personnels privés, où cette groupe de personnes privées qui ont permis le contact entre l'Angola et la Chine. Et alors, le fait c'est que les premiers contacts à cette fin ont été encouragés par le président de l'ESCOM à l'époque, Elder Batalha, et pour le trafiquant d'armes international, Pierre Falcon. Ils ont fait le pont entre le Luanda et Beijing. Du côté chinois, l'intérêt pour Angola n'était pas spécifique selon les sources chinois que j'avais interrogées, mais il était basé sur trois aspects essentiels. La politique du going out définie par Jiang Zemin, le besoin, c'était le plus important, de pétrole et de matières premières que l'Angola possède et abandonna en abondance pour soutenir la croissance chinoise et l'excédent des capitaux chinois prêts à être investis. Alors, c'est le tableau qui explique la raison par laquelle la Chine et l'Angola, à partir de 2002, commencent leur forte relation. Alors, en ce qui concerne la partie angolaise, l'affaire pénale lancée l'été de 2022, récemment, contre les généraux Kopelipa et Dino, les hommes forts de Dos Santos, mettent en évidence les mécanismes privés qui ont donné lieu aux relations intenses entre l'Angola et la Chine. Dans ce procès légal, il est expliqué que du côté chinois, Sampa a interagi avec Elder Batalha de l'ESCOM, à son tour Batalha avec Manuel Vicente, le PDG de Sonangol et futur président du pays, qui coordonnera les activités avec la Chine en partenariat avec Kopelipa et Dino. C'est au cours de ses premières visites en Chine de Batalha et Vicente que toute la stratégie de collaboration entre les deux pays a été esquissée. Et
au lieu des relations directes entre les institutions étatiques, des sociétés privées ont été créées qui ont intermédié la plupart des flux financiers. Une multitude de sociétés privées ont été créées appartenant aux dirigeants angolais Vicente, Copelipa et Dino en association avec FEMPA et d'autres Chinois. Par exemple, le China International Fund, FIF, et China Sonangol sont tous deux entités privées créées à l'époque par Vicente Copelipa et Dino, avec Sampa et une mystérieuse Madame Lo. Madame Lo, qui aujourd'hui, dans certaines affaires judiciaires en Hong Kong et réunion entre la Chine et l'Angola, prétendent avoir représenté autant le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu des accords formels entre les institutions des deux États. D'un premier temps, un accord de financement a été établi entre l'Exim Bank et le ministère angolais des Finances de 2 milliards de dollars et entre le ministère des Travaux publics et Jinangzhou International. Ils sont publiés au diable de la République Angola en 2004. Alors, on a un parapluie, on dira un parapluie de relations officielles, mais de bas de ce parapluie, on a cette relation privée avec la intermédiation de ces sociétés privées, SIF et Chinangola, par les airs. Un fait est qu'en dehors des accords financement initiels, existait une grande relation parallèle qui est devenue substantiellement relevante dans les relations entre l'État. Alors, je parlerai sur les conséquences perceptibles de ce arrangement entre la Chine et l'Angola. Il y a eu une privatisation des relations économiques en Chine et en Angola qui a rendu possible par la opacité des accords et a eu des conséquences, on peut appeler désastreuses, qui vont au-delà de ce qu'on appelle le debt trap, qu'on n'a pas abordé ici. La vérité est que la privatisation a permis l'établissement d'un degré inimaginable de corruption à grande échelle. Une grande part du système de corruption mis en place en Angola est due aux accords conclus avec la Chine. Quelques œuvres et activités emblématiques qui ont résulté de cette collaboration sont devenus les symboles de ce problème. 3 exemples. Le premier concerne naturellement l'achat et la vente de pétrole. Selon les constatations des autorités angolaises actuelles, entre 2004 et 2007, alors que Manuel Vicente dirigeait la compagnie pétrolière angolaise Sonangol, il a autorisé des ventes de pétrole à Chine pour un montant au moins de 1,5 milliard d'euros, qui n'ont pas été versés à l'Angola. Au cours de cette période, Angola a vendu les barils de pétrole brut à China Sonangol International Holding et la China International Holding a vendu à la Chine et la Chine a payé à la China Sonangol International, mais
la Chine, à son Angola international, ne pas payer, n'a pas payé à son Angola. Alors, son Angola livrait le pétrole à la Chine, la Chine paie le pétrole, mais le profit, il reste dans le milieu d'une compagnie qui s'appelle aussi Sonangol, mais China Sonangol, et qui n'est pas public, mais privé, appartient à Vicente Copli, Padin, Sampa, etc. Le même cas de notre société qui s'appelle CIF. Alors, le gouvernement angolais a obtenu des financements de la Chine pour faire des bâtiments publics, financement public pour bâtiments publics, mais à la fin, sera des compagnies appartiennent à Vicente Coplip et Sampa qui vendent, qui font la vente privée de ce bâtiment. Alors, encore, on voit ici une transférence d'argent du secteur public pour le privé dans la relation Chine-Angola. Le même s'est passé avec la construction des barrages en Angola, avec le China Gezuba Group Corporation et Isabelle Duchamp. Mais qu'est-ce qu'on a ici? C'est un standard, un paradigme de relation que nous avons l'État et après des personnes privées de le milieu et elles restent avec la plupart de l'argent. En Chine, Sampa a arrêté en 2015, mais on n'a aucune information, c'est la raison et qu'un fait s'il a été arrêté ou non. Alors, c'est le temps de parler de la situation actuelle, le troisième aspect. Avec l'avènement de la présidence de Jean Lawrence, cette présidence est accompagnée d'une tentative de réouverture de l'Angola à l'Occident. Néanmoins, cela ne pas nécessairement impliquer une dégradation des relations avec la Chine. Et c'est vrai que cet ouvrage récent exprime une certaine antipathie du point de vue angolais à l'égard de la Chine. Carvalho parle d'un mariage de convenance. Silva raconte que la lune de miel de l'Angola avec la Chine a pris fini. Fabré dit la lune de la miel Chine-Angola est terminée. Alors, il y a eu un courant d'opinion qui dit que la relation entre la Chine et Angola a terminé avec João Lourenço. Ça, ce n'est pas vrai, en fait. La réalité, une fois plus, n'est pas aussi simple. Il est vrai qu'il est en cours un rééquilibrage des relations, mais ça ne marque pas la fin de la relation. Le moment d'ouverture de la présidence de Lourenço vers la Chine en 2018 a été apparemment de demander plus d'argent. Au départ, Lourenço avait prétendu un nouveau prêt de Chine de 11 milliards de dollars, qui s'est ensuite avéré être de seulement 2 milliards et n'a servi qu'à payer les dettes de l'Angola envers l'entreprise chinoise. Mais l'endiguement de la Chine n'est pas nouveau en Angola et n'a rien à voir avec João Lourenço. Il a commencé plutôt en 2015. En 2015, les Chinois envoient des auditeurs en Angola pour tenter de déterminer les dépenses de son compagnie pétrolière en relation de certaines dépenses de Sampa.
Et en 2016, la Banque chinoise de développement a suspendu les fonds des lignes de crédit accordées à l'Angola. Cette attitude semble indiquer une certaine prudence retenue de la part de la Chine vis-à-vis Angola depuis 2015. Mais néanmoins, par suite, il semble que la Chine se soit montrée généreuse en suspendant le paiement de la dette extérieure angolaise en raison de la COVID-19, bien que le contour de cette générosité ne soit pas clair. La vraie aussi, c'est que les échanges commerciaux entre la Chine et l'Angola ont augmenté 42% en 21 et se maintenant un bon rythme en 22 et elles sont diminuées en 20% en 2023, mais toutefois, les chiffres récents indiquent que le commerce en Chine est autrefois augmente, il augmente encore. Toutefois, les entreprises chinoises sont désormais maintenant les principaux fournisseurs d'automobiles Angola. En même temps, il n'est pas moins vrai que l'Angola se tient piégé par les contrats pétroliers conclus avec la Chine, qui signifie que la majeure partie de la production angolaise est destinée à la Chine, ce qui empêche le pays de vendre sa principale source de revenus sur le marché libre et de profiter pleinement de la hausse des prix. Alors, nous avons des signes contradictoires qui révèlent non pas un désintérêt mutuel, mais un besoin d'une nouvelle phase dans les relations. Les statistiques de la Banque centrale de l'Angola montrent que depuis 2017, l'Angola a versé jusqu'à 5 milliards de dollars de capitaux à Chine. Ce remboursement pèse lourdement sur les finances publiques angolaises dépaupérisées. Toutes ces données montrent qu'aujourd'hui, les relations entre l'Angola et la Chine doivent entrer dans une nouvelle phase. La nouvelle phase ne dépend pas uniquement de la volonté de Jean Lorenzo de s'ouvrir à l'Occident ou d'une peut-être antipathie de l'Angola vis-à-vis la Chine. Elle dépend également du recul continu des engagements chinois vis-à-vis l'Afrique. Une analyse internationale récente souligne qu'au cours des années 20 de ce siècle, les prêts chinois à l'Afrique ont représenté seulement 10% en moyenne de ce qu'ils étaient au cours de l'année 10 de ce siècle. À la vérité, comme les créanciers occidentaux du passé à l'égard de l'Afrique et de l'Amérique latine, la Chine est en une phase d'apprentissage et compte tenu du pragmatisme qu'il semble guider ces relations, il sera nécessaire d'éviter des scénarios dramatiques et d'envisager plutôt des remèdes habituels sur la renégociation et l'annulation de la dette. On peut également établir un parallèle avec les relations de l'ancienne Union soviétique avec Nasser en Égypte dans les années 60 et 70. On sait que sous Khrouchtchev, l'Union soviétique a largement financé Nasser et les barrages de la soie. Cependant, avec Brezhnev, une nouvelle attitude a prévalu, appelant à l'austérité et refusant le report des paiements de la dette. C'est ce qui a conduit, en part, à l'arrivée de Sadat et au déclin de l'influence soviétique à l'Égypte.
Je pense qu'en gardant l'exemple historique à l'esprit, la Chine est certainement en train d'équilibrer ses options sans opter pour un désengagement, mais sans pour autant approfondir la relation. La situation entre la Chine et l'Angola pourrait être décrite comme suite. Peu de politisation et recherche pragmatique de solutions aux problèmes. La récent voyage de João Lourenço en Chine a montré la volonté des deux pays d'être pragmatiques et de faire évoluer leurs relations, mais avec prudence. Premièrement, il y aura un certain allègement du paiement de la dette, mais uniquement en ce qui se concerne la constitution de réserves de garantie. Certes, la Chine devra aller plus loin. Deuxièmement, les entrepreneurs chinois manifestent un grand intérêt pour l'investissement en Chine. En bref, il est évident que la relation entre la Chine et l'Angola évolue vers un niveau différent et constitue un partenaire pragmatique mais non idéologique. Et maintenant, ils sont dans une phase de réévaluation mutuelle. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un modèle angolan de l'Angola pour la Chine en Afrique, car il y a beaucoup de spécificités et sous la ombre de la corruption passée qui avaient un grand poids dans ces relations. Et c'est ça que je veux dire toujours et je vous remercie pour votre attention et j'espère que mon français c'était perceptible alors à la Ne fin. vous Merci inquiétez pas, beaucoup. c'était tout à fait compréhensible et c'était absolument passionnant, en ce sens que vous nous incitez indirectement à réécrire l'histoire des relations entre la Chine et les pays africains. Bon, certes, vous avez fait votre introduction, enfin votre présentation autour du cas angolais, mais tout d'un coup est apparu comme un ludion, c'est Pierre Falcone. Et ça m'a rappelé un certain nombre de choses. D'abord, Pierre Falcone a ouvert un bureau de conseil à Pékin en 1985 et pour aider la Chine à s'installer ou prendre contact avec les pays africains. En fait, Pierre Falcone, c'était plutôt les pays francophones ou les pays de l'Ouest. Et en fait, on retrouve Pierre Falcone derrière un autre très gros contrat, c'est en Algérie. Hein. Et en Algérie, pour le chantier de l'autoroute Est-Ouest, il était là. Il a été copieusement rémunéré. Et il y a une chose qui m'avait toujours interrogé à propos du contrat, et je n'avais jamais fait la liaison, et aujourd'hui je viens de la faire. Dans les gens qui ont gravité dans la rédaction de ce contrat, il y avait une femme qui était désignée généralement comme étant la femme du général. Et disons avec également une mention comme quoi son nom pourrait commencer par un L en français. Et je me suis dit, bah, vraisemblablement, puisqu'on est toujours avec les mêmes gens, c'est peut-être la fameuse Madame Lo qu'on retrouvait de Hong Kong. Donc, et il y a aussi d'autres histoires, c'est au Gabon, toujours avec Pierre Falcone. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir dans quelle mesure les présences chinoises en Afrique ne sont pas tant le fait d'une initiative chinoise à proprement parler, mais d'une initiative de puissances privées qui ont cherché la Chine pour pouvoir asseoir leur propre pouvoir ou leur propre action dans les pays africains. Et alors aujourd'hui, effectivement, ce à quoi on assiste, c'est ce renversement qui est symbolisé par la visite du président angolais récente, où il y a un basculement, mais le basculement, ce n'est pas tant le basculement de la Chine, qui va retrouver de ce fait
une certaine liberté de manœuvre et d'action purement chinoise que l'exclusion d'un certain nombre d'acteurs antérieurs qui ont créé un type de relation et qui en même temps éventuellement ont faussé notre perception. Je ne veux pas dire par là que la Chine est devenue angélique, hein, mais enfin disons que si on doit lui l'accuser d'un certain nombre de crimes ou de maux, hein, ce ne sont peut-être pas les mêmes que ceux dont on pouvait l'accuser autrefois. Donc c'est tout à fait passionnant et disons qu'il y aurait certainement là, pour un étudiant en thèse, un sujet magnifique de voir comment des puissances privées, des personnalités privées, des entreprises privées ont pu générer, créer un type de relation. Et ça donne raison aussi à quelqu'un qui s'appelle Lissi Corkin, qui a écrit sur les relations angolaises, qui parlait de la chimère angolaise. À savoir qu'en fait, le contrat, les contrats qui avaient été signés, d'abord, ils n'ont jamais été réellement respectés, hein, mais ça ne correspondait pas réellement, effectivement, à un type de relation. Alors donc, si vous voulez, il y a pas beaucoup de gens aujourd'hui, mais enfin, je pense que vous avez apporté énormément de choses, ou du moins de réflexions sur la façon dont nous parler à ce petit noyau privilégié que nous sommes. Et pour ça, je vous remercie. Le problème, c'est qu'en ayant fait cette observation-là, j'ai plus de questions à vous poser. Hein, parce que, disons que je résume un petit peu, mais vous avez peut-être des précisions à apporter sur ma façon de voir le problème? Non, je, je, je pense que c'est ça exactement que vous avez dit. On a été de ce qu'on pensait que c'est des relations État à État, qu'on voit c'est des relations privées, des personnes privées qui ont, qui ont, qui ont créé cette, on peut appeler confusion, une chose comme ça. Et aussi, on voit des personnes mystérieuses comme Madame Locke, on sait aujourd'hui pas du tout qu'elles qu'on fait dans le milieu, s'ils sont vrais représentants des services secrets chinois ou non. C'était très étrange, mais ce n'est pas la rationalité qu'on a habitué, qu'on est tous les États et les relations internationales. On a ici on peut appeler un nouveau paradigme, une chose comme ça. Euh, et je trouve ça très intéressant Oui, oui, pour non, non, c'est ça. ça. Xavier, quelle est votre réaction? Bah, la même que vous, Thierry, en grande partie. C'était très intéressant, tout d'abord. Et on a eu bah, notamment l'historique ou l'historicité, l'évolution des relations sino-angolaises, qui remonte évidemment à la guerre froide avec les luttes entre le FNLA, MPLA, puis UNITA. Donc ça, c'était quand même intéressant. Je ne sais pas si Rui peut en redire un mot peut-être sur comment dire, le positionnement chinois dans cette région d'Afrique australe. Et je pense également à la Namibie, avec le Swanou et le Swapo, par exemple, et même l'Afrique du Sud, avec, bah, l'ANC et puis les autres partis qui ont été soutenus par la Chine après que l'ANC, disons, critique le régime chinois, etc. Et tout ça, à chaque fois, par rapport aux soviétiques, à l'URSS. Donc c'est toujours intéressant, je trouve, ouais, cette prise de position, ce positionnement chinois à chaque fois à rebours des soviétiques, qui parfois les faisaient entrer dans un camp plutôt occidental, quasiment pro-apartheid pour le coup, etc. Bon, enfin, cette histoire m'intéresse, même je ne suis pas historien, mais c'est quand même intéressant. Et après, évidemment, ça n'a pas empêché la Chine de nouer d'excellentes relations avec le régime angolais, notamment du MPLA, quoi, qui était pourtant soutenu par les soviétiques à l'époque. Et donc, il y a ça qui est intéressant. Après, je pense que l'une des ruptures, c'est comme 2004, le prêt de l'Exim Bank of China de 2004, qui va financer en partie la campagne du MPLA pour les élections générales, qui n'auront pas lieu, je crois, de mémoire. Parce qu'on n'a que des élections législatives, j'ai regardé ça, en 2008, et qui va aussi, par exemple, financer la ville nouvelle, comme on dit en français, la ville nouvelle je vais la lire parce que je ne me rappelle plus, de Kilamba Kekti, qui est une ville fantôme apparemment avant que Dos Santos en fait baisse le prix des prêts pour les appartements, etc. Donc je ne sais pas si Rui peut en dire un mot également de Kilamba, de la ville nouvelle.
du projet, de l'architecture, de l'Acathique, qui a beaucoup construit la ville, etc. Enfin, vraiment tout cet ensemble-là. Et puis après, bah, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Thierry et ce qu'a dit Rue avant, sur une forme de privatisation des relations sino-africaines. Mais après, je mettrai un petit bémol parce que l'Angola est quand même un peu particulier et on ne retrouve pas ce schéma ou cette évolution de schéma, ce paradigme dans tous les pays africains non plus. Évidemment, on a des acteurs privés, des entrepreneurs privés, bref, des businessmen chinois un peu partout, mais à ce niveau-là, avec des millions ou des milliards de dollars, c'est quand même pas courant. Il y a peut-être la RDC, la République démocratique du Congo, avec les minerais et les métaux, mais en Afrique de l'Ouest, c'est quand même moins le cas parce qu'on a moins de, bah, disons que les sommes ne sont pas, à part peut-être au Nigeria, et encore c'est très différent, mais, parce que le pétrole est très peu exporté vers la Chine. Mais en tout cas, à part quelques pays comme ça, je ne retrouve pas ce schéma-là dans tous les pays africains non plus. Donc, c'est pas non plus un modèle ou un contre-modèle même quasiment en Afrique. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quand même très symptomatique d'une relation sino-angolaise qui a été en partie privatisée avec des gens un peu louches comme Madame Lowe, là, etc., comme 88 Queensway, etc. Donc, des choses qui se sont passées et qui n'auraient peut-être, enfin, pas lieu aujourd'hui, je ne sais pas, mais qui ne pourraient pas être reproduites à l'identique aujourd'hui, peut-être, éventuellement, si on est optimiste, si on voit ça d'une manière un peu bisounours. Bon, voilà, je n'ai pas beaucoup de questions non plus, c'était très clair. C'était vraiment très intéressant, d'autant que dans le séminaire avec Thierry, on n'avait pas beaucoup parlé de l'Angola, à part avec Lucie Sénéchal au Pérou une fois, je crois. Mais finalement, le modèle angolais, tel qu'il est décrit dans les articles, parfois les ouvrages, était assez peu abordé. Donc, du coup, ça nous a éclairé quand même sur un modèle et pourquoi pas un contre-modèle angolais, sino-angolais en tout cas. Marianne, allez-y. Oui, j'ai une première question, c'est est-ce qu'il y a eu beaucoup de Chinois qui se sont établis en Angola? Et puis j'ai une remarque générale, le mouvement euh, d'investissement chinois en Angola, ça a correspondu au mandat de Jiang Zemin. Et pendant cette époque-là, il y a eu beaucoup de d'entreprises de ce genre menées par des affaires qui étaient théoriquement privées, mais très souvent c'était des gens de la haute bureaucratie qui étaient dedans, mais avec de l'argent qui était en principe pas de l'argent d'État. Donc il y a eu un mouvement général et ça s'est fait aussi en Chine, où il y a eu toutes sortes d'entreprises dans la construction, par exemple, qui sont un peu du même genre, c'est-à-dire des sortes de paris en espérant tirer pour des intérêts privés des gros bénéfices. Mais ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a une population chinoise importante qui s'est établie en Angola. Parce que, par exemple, en Zambie, ça a été le cas. Mais, et en Zambie, je ne sais pas s'il y a eu la même chose, des boîtes privées qui prenaient en réalité les emprunts. Euh, Est-ce que notre orateur Oui. sait s'il y a Ah, ok. beaucoup Ok. de Chinois qui sont établis pour les Oui, barrages? oui, oui, oui. Euh, pas maintenant, mais il y a une époque, on peut dire 2014, 2015, il y a presque 300 000 Chinois en Angola. 300 Euh, 000. 300 000, oui, 300 Mais 000 c'était des travailleurs, c'était des travailleurs, 100%. travailleurs oh, il n'y a personne qui dit que c'était presque une armée secrète pour soutenir le chantage. Ça, ce n'est pas vrai, je pense, mais il peut fonctionner comme ça, d'être 300 000 travailleurs. Maintenant, non. Maintenant, il a presque 50 000. 50 000. Toutefois, il y a une grande communauté chinoise dans la cité de Luanda qui s'appelle, une partie s'appelle la cité de la Chine. Il se trouve là et dans la cité de la Chine en Angola,
On voit les placards, tout écrit en mandarin. Il a seulement des Chinois. Il a une grande communauté tout à fait. Ils ne sont pas anglais mix avec les Angolais, mais il est une kind of Chinatown in Luanda. Ils sont beaucoup. Presque toujours, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Mais il était plusieurs dans le passé. Oui, Parce mais que, là, il faut bien faire attention à une chose, c'est que ces groupements de ressortissants chinois sont beaucoup plus souvent des petit, travailleurs individuels, des tout petits patrons, alors que ceux qui se font que les affairistes dont nous oui, parlons, ils vivent dans les quartiers occidentaux, eux, et dans les bâtiments de luxe. Donc, dirons-nous qu'a priori, ce que l'on va voir trouver dans des Chinatown, ce sont des petits. Ils vont Oui. donner, imprimer dans l'esprit du public une image d'une présence chinoise débordante, mais ce ne oui, sont pas eux qui vont faire du oui. fric. Non, Hein, le non, non, fric, c'est vraiment des personnages qui vont être isolés, qui vont être dans les sphères du pouvoir, qui vont fréquenter le Marriott ou le Sheraton local, hein, mais pas se mélanger au petit peuple. Hein. Et Sampa ou Madame Lowe, ce sont des gens qui devaient payer plutôt non, non. 1000 $ la nuit que 50 € pour une chambre le soir. Hein. Donc, ce sont des communautés qui sont totalement différentes. Alors, effectivement, tout à l'heure, quand j'ai parlé que j'ai regardé l'aspect privé, je pensais surtout aux occidentaux, à des Oui, opportunistes occidentaux. oui. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, Marianne, d'insister sur le fait qu'ils se faisaient le relais d'opportunistes chinois. Et Il que y en ce a eu. sont les deux qui sont. Alors, ça m'a rappelé encore autre chose, c'est que ces opportunistes chinois n'ont pas toujours réussi. C'était par exemple le cas au Non, Maroc, avec la tentative pour créer une zone économique spéciale avec la Banque marocaine du commerce extérieur. Vous aviez une entreprise du Sichuan qui était en fait à l'échelon de la Chine, une moyenne entreprise, à l'échelon de l'Europe, une grande entreprise, point de vue le nombre d'employés. Ça n'a pas marché parce qu'ils n'avaient pas le soutien effectivement du gouvernement chinois. Ils ont signé un contrat en présence du roi du Maroc, mais l'ambassade ne s'était pas déplacée, ce qui était quand même un mauvais signal. Et donc, ces tentatives-là, on en voit des tas, on en a vu à Djibouti aussi, où quelqu'un a voulu comme ça ouvrir aussi une autre zone économique spéciale, ça a complètement foiré. Donc, il y a effectivement une agitation. Mais ces agitations-là, dans ce cas-là, elles n'étaient pas soutenues ou relayées par des affairistes occidentaux du genre de Falcon. C'est-à-dire qu'on est déjà sur autre chose. Mais en fait, ce qui est intéressant la perspective que vous soulignez, c'est le fait que si on remonte assez tôt, on s'aperçoit de cette liaison. Et oui, il n'y a pas seulement l'Angola, il y a le cas emblématique de l'Algérie, hein, parce que pour que l'Algérie recrée des relations avec la Chine à partir dirons-nous, d'un lobby privé francophone, ça marque quand même un état dans lequel se trouvait effectivement la Chine au début de ses relations modernes avec l'Afrique. Et donc la question, alors on peut penser que pour des pays comme le Mali, la Guinée, il devait y avoir aussi de la part de gens comme Falcon ou de Falcon lui-même un certain activisme parce que le Mali et la Guinée sont parmi les premiers pays africains à avoir reconnu la Chine. Et donc, c'était peut-être plus facile de faire de l'entrisme par ce biais, enfin, de l'entrisme de la part des affairistes français, hein, j'entends, pour aller chercher les affairistes chinois. Donc, c'est pour ça que il y aurait un pan de l'histoire là qui mériterait sans doute d'être investigué, hein, analysé, hein, et ça demanderait une recherche dans les archives, dans les archives locales, hein, si elles existent, parce qu'on aurait peut-être un éclairage nouveau. Mais enfin, en tout cas, dirons-nous que votre intervention est un moment fort dans la mesure où elle nous amène à reposer des questions d'une certaine façon, d'une façon différente. Oui, on n'a pas de questions, on a simplement des Non, remarques complémentaires.
Mais il y a deux autres. Puisqu'on est six, là, il faudrait que Muriel et David se manifestent aussi. Ils ont certainement Non, des mais remarques. j'ai encore une question. Oui, allez-y, Mariam. Dans ceux qui ont profité en Angola, parce que, bon, il y a ceux qui ont profité du côté chinois, et il y a encore des gens, parce que le grand barrage, il est encore il n'est pas fini de construire, il n'est pas encore en état de fonctionner complètement. Mais du côté de l'Angola, les gens qui ont reçu les milliards dont vous avez parlé, est-ce qu'ils sont encore en place ou est-ce qu'ils ont été complètement évacués? Comme ça. Euh, il y a deux qui sont, qui sont l'objet du processus De pénal. poursuites. Oui. C'est le général Copelipe et le général Dino. Il a peut-être le principal, Manuel Vicente, qui est par là, on ne sait réellement qu'est-ce qu'il fait maintenant, mais il n'est pas encore l'objet d'un Il n'est processus pas en pénal. prison. Il n'est pas en prison. Ah, il Et n'est pas en prison, pas du tout. Il est en Dubaï. Il est en Dubaï maintenant. Il est en Dubaï. Et pas seul là-bas. Alors, ça c'est un mix. Les, les uns, oui, les autres, non. On a une approche systématique. Non, il a été une sélection et on ne savait pas toujours les raisons de cette sélection. On sait on sait que comment on appelle, le procureur général de, de l'Angola a été en Chine en mai dernier pour demander des trouver renseignements. une solution avec les Chinois de ce Oui. grand problème avec les Chinois et le général, l'ancien général Angola, mais pas de solution a été achevée Et, maintenant. et Alors, oui, et oui, à l'intérieur de l'Angola, est-ce oui. que ces, ces firmes privées qui ont profité correspondent à des ethnies ou est-ce que ça a un rôle, si vous voulez, parce que par exemple au Cameroun, euh, c'est clair, il y a certaines ethnies qui sont entrées dans certaines affaires et au Congo aussi, c'est la même chose. Et là, sur l'Angola, est-ce que ça correspond à Non, des là, divisions? Non, non. La ethnie, c'est la ethnie du pouvoir seulement. oui, Non, la proximité du pouvoir. Non, non, pas du non, tout. Pas du tout. pas Non, du non, tout. non, pas du tout. Pas du Donc tout. c'est Non. vraiment tout à fait au sommet de l'État. C'est ça, c'est ça. Ça ne descend pas dans la population elle-même. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Il n'y a pas de question ethnique de ce cas. Non, 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 pas du tout. Ce sont les personnes qui ont l'entourage de Dos Santos qui font le pont avec les privés, les Falcons, Bataille, etc., et avec les Chinois. C'était une question de huis clos, Oui. on dirait. Et dans ce huis clos, est-ce qu'il y a eu des entreprises européennes ou américaines peut-être moins, qui ont gagné de l'argent? Parce que dans certains cas, en Afrique de l'Est, c'est le cas, c'est qu'en réalité, par-dessous, il y a des multinationales qui ont ramassé un peu d'argent aussi. C'est pas évident. D'un aspect, oui. D'un aspect, les consulteurs, Les les consultants, oui, et les consultants, conseillers, les banques, les avocats, oui. Surtout les Portugais, oui, oui, ah, les oui, oui. Portugais ont gagné Les quand même. Portugais ont gagné beaucoup. Oui, 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 oui.
pas des entreprises de bâtiments, les entreprises qui font les choses, mais les entreprises de services, oui, qui sont autour, oui, oui, oui. Les consultants, les banques, les avocats ont gagné beaucoup, oui, oui, oui. Et aussi, certainement, le groupe Espírito Santo, qui était un groupe portugais, et des Elder Bataille, oui, ils ont aussi gagné beaucoup dans ce temps, oui, oui. Des Américains, dans ce cas, non, non, dans ce cas, non, dans ce cas, non. Et là, je veux encore rajouter, mais c'est effectivement aussi le modèle de ce qui s'est passé en Algérie, hein, de façon assez claire. Alors, ce n'étaient pas des groupes portugais, c'était des groupes français. Et en fait, ça correspondait à une situation, à savoir que les entreprises chinoises savaient pas comment faire. Oui. Et donc, le seul lien qui leur permettait d'avoir un contact réel avec la réalité du pays, c'était les entreprises des anciennes puissances coloniales. C'est ça. Et donc, tout le long de la construction de l'autoroute Est-Ouest, hein, vous apercevez que dès qu'ils ont un problème, ils vont chercher une entreprise française. Ou bien alors, ils vont aller dans les bibliothèques françaises traduire des bouquins, etc. Enfin, il y a un processus d'apprentissage qui implique, et il est évident que lorsque vous avez affaire à une compagnie d'assurance française qui est convoquée pour pouvoir donner des leçons sur le rôle des assurances dans le cas des chantiers, ils se font payer, hein, d'une façon ou d'une autre, hein. Bon, donc, il y a un certain nombre de gens comme ça qui très certainement s'en sont. Mais ce n'est pas de la même nature que ce que faisait Falcon. Parce que lui, Falcon, il mettait la machine en route et c'est la machine dès le départ dans laquelle il était prévu qu'il soit payé. C'est ça. Hein. Tandis que là, lorsque la Chine, les entreprises chinoises rencontraient des problèmes, eh ben, il fallait qu'elles puissent dans ses bénéfices pour aller chercher un conseil qu'elles n'avaient pas. Ah, quelle prise électrique on va installer dans la grande mosquée? Hein, des trucs tout aussi bêtes, hein. Donc, ce qui fait que, contrairement à une image classique, la Chine n'a jamais été seule sur ces chantiers. Hein. Et il y a toujours eu un recours, un support, un soutien indirect, financé, d'entreprises étrangères. Et de ce fait, les entreprises américaines ne sont pas souvent présentes, sauf peut-être dans le monde anglophone, et ce n'est pas encore certain. Mais par exemple, les entreprises canadiennes, oui, sont présentes, parce qu'elles jouent à la fois sur le français et sur l'anglais. Et elles ont aussi, en matière de conseil, en matière de construction, une certaine réputation. Pour les mines aussi, hein, où on trouve beaucoup de mines canadiennes. Donc, là aussi, tout à l'heure, je faisais une distinction entre les présences physiques de ressortissants chinois, mais là aussi, il faut pas tout regrouper dans le même, dans la même enveloppe, la participation des entreprises, parce que selon les époques, la demande peut être différente. Ça peut être les pays eux-mêmes qui vont chercher dans l'ancienne puissance coloniale, peut-être moyennant bakshish, hein, une entreprise qui va les permettre de contrôler le travail de l'entreprise chinoise. Une variété de situations qui est absolument considérable et malheureusement, on constate ça systématiquement, une essentialisation du rôle de la Chine, alors qu'en fait, elle est un acteur parmi d'autres, même si c'est elle qui, du point de vue politique, retire le plus gros bénéfice. Là, il y a quelqu'un qui... Oui, il y a 3 personnes qui arrivent, ils arrivent à 10 heures. Un petit peu en retard. Et bon, le temps qu'il se connecte. Pour rebondir sur ce que dit Thierry, est-ce que éventuellement Rui ou d'une manière générale, il y a eu des études qui ont été faites sur le jeu à 3 entre chinois, acteurs portugais, acteurs angolais, et qu'on pourrait trouver via des réseaux au Mozambique, par exemple, ou dans d'autres pays lusophones? Oui, 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 oui. Les Portugais, ils ont donné toujours ce qu'on peut appeler un supporting role.
Ils ne sont pas les principaux, mais ils font tous les rôles de support aux Chinois pour comprendre ce qui se passe. Et aussi pour le blanchissage des revenus après les banques portugaises, les financières portugaises ont été un rôle très important. Et ça, à Mozambique, à Guinée-Bissau aussi, il est, il est, il est dans tout le monde lusophone, ça a été ce qui s'est passé avec les Portugais. Ils ne sont pas toujours le plus importants, ils n'ont pas la capacité d'investissement, le capital, mais ils sont toujours autour de ce qui se passe. Et ça, parmi au Portugal, pour avoir aujourd'hui beaucoup d'investissements de la Chine. En Portugal, l'électricité chinoise, les santé privée chinois maintenant. Sur la route de l'Angola, beaucoup d'investissements chinois sont arrivés au Portugal après ça. Portugal a bénéficié beaucoup de cette relation entre la Chine et l'Angola indirectement, vraiment. Je voudrais dire à toutes aux personnes qui viennent d'arriver que 10 heures, c'était l'heure du séminaire de la semaine dernière. Qu'aujourd'hui, on avait retrouvé l'heure habituelle qui était 9 heures. Ce qui ne veut pas dire que vous ne soyez pas les bienvenus. Mais je résumerai les débats en disant ceci, que l'exposé de notre intervenant aujourd'hui a été d'insister sur le rôle des puissances privées, que ce soit entreprises ou des individus, dans l'arrivée et l'activité de la Chine et des entreprises chinoises en Angola. Et toute notre discussion a tourné autour du fait que c'était peut-être une des caractéristiques qui pouvait spécifier la première période de la présence chinoise où la Chine aurait été sollicitée par des entreprises ou des entrepreneurs privés, tant occidentaux, et éventuellement pour répondre dans le même temps à des sollicitations privées chinoises. Voilà, en essayant de résumer à peu près, et c'est effectivement une réflexion qui a rarement été menée, ou du moins de façon un petit peu développée. Vous voyez, il y a encore une autre personne qui sollicite. C'est un... Voilà. Qui souhaite poser une question là? Non, juste pour ajouter, sachant tout de même qu'au début des années 2000, les premiers grands prêts de l'Exim Bank of China vers l'Angola sont en grande partie réalisés parce que justement les IFI, notamment le FMI, la Banque mondiale et d'autres, ont refusé, le Club de Paris, ont refusé de prêter à l'Angola également, pour des questions politiques, de transparence, de conditionnalité. Donc l'Angola s'est tourné également vers la Chine, donc il y a également ce volet-là, comment on appelle ça, d'État à État, ce volet purement public, entre guillemets, institutionnel et financier qu'il ne faut pas négliger non plus, même si après, effectivement, ça a évolué vers une multitude de relations privées, semi-privées, semi-publiques, avec un jeu à trois avec le Portugal, etc. Mais voilà, il y a quand même ce jeu purement d'État à État également, qui a été plébiscité par les autorités angolaises, pour le coup. Euh, Igor Carvalho. Oui, bonjour. Désolé pour le retard, je me suis trompé Oh, bah, d'horaire. c'est votre problème, hein. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est enregistré, donc vous pourrez compléter Ah, si ça vous intéresse. ah oui, ça m'intéresse vachement parce que, au fait, je me permets de me présenter un peu. Je suis doctorant à l'Université de Genève et je fais un travail sur la présence chinoise, brésilienne et portugaise dans la construction en Angola. Donc, je m'intéresse à la fois à l'immobilier, à la construction d'infrastructures et au circuit des financements dans la production de l'espace de l'Angola, la production formelle. Et voilà, c'était tout à fait
le sujet enfin, pertinent pour pour ma participation pour l'écoute. Mais donc, je serais content de regarder la vidéo. Merci, désolé encore. Et alors, vous Il y a travaillez d'autres sur questions? Kilamba, alors? Oui, mais pas que. Kilamba, c'est construit par une entreprise étatique chinoise. Moi, je m'intéresse aussi aux agents privés. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches sur la présence de la Chine en Afrique au niveau des SOI, des entreprises de l'État. Et moi, je m'intéresse aussi aux investissements directs. Et donc, des entreprises privées qui produisent des logements ou enfin, de l'immobilier, de centres commerciaux, euh, enfin, avec ses propres ressources et ou avec des prêts au niveau des banques chinoises, mais qui ciblent notre public aussi, qui ciblent notre public et qui entame une nouvelle vague de cette présence chinoise en Angola, justement. D'accord. Désolé Thierry, je vous ai coupé. Et une dernière question rapide pour Igor. Vous vous intéressez également à la sous-traitance À par les la... grands groupes. Vous vous intéressez à la sous-traitance par les Oui, grands groupes chinois ou par les groupes chinois, publics ou privés d'ailleurs. oui, La sous-traitance enfin, pour des groupes, on va dire d'origine portugaise, par exemple, pour reprendre la thématique. ouais. Alors, c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé des données là-dessus, mais je m'adresse à ça parce que, enfin, à la fois, on a des entreprises de ces trois nationalités, que c'est la plupart du bâti en Angola. Ce sont soit enfin, il y a eu des vagues aussi dans l'histoire, mais ça reste quand même des entreprises assez importantes, brésiliennes, chinoises et euh, portugaises. Et moi, je m'intéresse aussi à voir comment ces acteurs, ils interagissent entre eux, enfin, quel est le rapport social qu'ils font entre eux. Soit sous la sous-traitance, soit sous d'autres formes d'engagement. Est-ce ouais, est-ce que je peux poser une question un peu naïve? Vas-y, Célestin, vas-y. Alors, Vas-y. je voudrais poser un peu une question naïve à l'intervenant. En tout cas, je voudrais avoir son avis si effectivement il y a un lien, donc lusophone, hein, c'est-à-dire que est-ce que c'est les pays lusophones qui viennent un peu, est-ce que le Portugal a servi un peu de caution aux prêts chinois, puisque donc les prêts multilatéraux ont été difficiles pour l'Angola. Donc, il est passé à des prêts bilatéraux avec la Chine. Mais, et puis, bien sûr, en vous écoutant, mais je suis arrivé en retard, je m'excuse, moi, j'avais l'heure de 10 heures. Et donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un lien hein, pour les pays lusophones? Donc, on voit Brésil, Portugal. Voilà, je pose un peu cette question un peu naïve. C'est pour moi? Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Oh, oui, oui. Et il y a un lien, un très grand lien entre les Chine et les pays lusophones, Portugal, Brésil, Angola et aussi Mozambique. Et la Chine a créé spécifiquement ce qu'on appelle le Forum Macao, qui est une organisation internationale chinoise qui travaille au Macao et qui comprend tous les pays lusophones et la Chine. La Chine a créé une grande relation entre elle propre et les pays lusophones et essaie de faire que cette relation se passe sur cette forum Macao qui fonctionne à Macao. Il y a une organisation formelle entre les Chine et les pays lusophones. Et on voit, par exemple, qu'au Brésil, la présence chinoise est très forte maintenant, aussi au Portugal. Et au Brésil, au Portugal, la présence chinoise est surtout une présence d'investissement
Au Brésil, il y a une présence mixte. Il y a des prêts et de l'investissement. En Angola, était une présence de prêts et maintenant, il essaie de changer pour être, peut-être non, pour être une présence d'investissement. Mais oui, et dans les trois pays, la présence chinoise est très grande. Oui. Ça, c'est vrai, et c'est une politique officielle de la Chine à travers le Forum Macao. Et ce que j'avais cru comprendre dans la question de Célestin, c'est dans quelle mesure le Portugal aurait pu cautionner euh, au bénéfice de l'Angola les prêts que la Chine pouvait accorder à l'Angola. C'est bien ça, Célestin, ce que tu avais indiqué, non? Célestin. Ah, il ne nous entend plus. Célestin. J'ai coupé mon micro, je m'excuse. Oui, je t'en prie. Et- Oui, ta question, c'était de dire que le Portugal avait pu se porter caution. Tout à fait. C'est-à-dire que pourquoi j'ai posé, pourquoi Oui, je me suis interrogé, parce que j'ai pu entendre l'interlocuteur dire qu'effectivement, ou un des intervenants dire qu'effectivement les prêts bilatéraux étaient un peu bloqués du fait, par exemple, des clubs de Paris ou en règle générale des clubs de Londres. Et donc, l'Angola et donc s'est tourné vers la Chine pour les prêts bilatéraux ou les prêts d'investissement, on peut dire ça comme ça. Alors, d'où ma question, et puis après, il y a le lien avec le Portugal. Est-ce que le Portugal, puisque la France aussi parfois le fait hein, pour certains pays, est-ce que le Portugal s'est porté caution mais je connais le spécialiste, il me répondra que la Chine utilise les crédits acheteurs, mais en tout cas, je pose cette question. Est-ce qu'il y a une caution? vous pouvez répondre? Oui. Non, non, il n'y a pas une relation directe entre les relations Chine-Angola et les relations Chine-Portugal et Portugal. Et le rôle du Portugal, c'est secondaire seulement pour advisement, un certain consultant pour la Chine en Angola, mais il n'y a eu une triangulation dans ce cas. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je voudrais dire deux choses. D'abord, effectivement, je m'aperçois, et Xavier vient de me le signaler, que parmi les annonces, il y en a une qui porte avec l'heure de 10 heures. Et donc, je vous présente mes excuses pour ce pataquès. Hein, et c'est d'autant plus navrant que nous avons une discussion qui dure depuis une heure, qui est absolument passionnante. Euh, et je voudrais aussi répondre à propos de la question de Célestin, à savoir que personnellement, je ne pense pas que le Portugal se soit porté garant. Je n'ai pas vu en aucune occasion qu'un pays, une ancienne puissance coloniale en particulier, ait pu se porter garante pour son ancienne colonie auprès des Chinois. Je pense que ça ne serait pas apprécié d'une part par la Chine, et d'autre part, la période où ces prêts ont été octroyés correspond quand même à une période très spéciale où le magouillage entre un certain nombre d'entrepreneurs, d'affairistes et la Chine était intense et qu'ils avaient certainement d'autres canaux qui leur permettaient d'obtenir des prêts sans qu'il y ait de caution et sans que l'on vérifie effectivement que le prêt pouvait être remboursé dans des conditions normales. Donc, je doute fort que le Portugal ait été sollicité, et non seulement été sollicité, mais de surcroît ait apporté sa caution en la matière. Ouais. Et politiquement, ce serait quand même assez incorrect. Pour le coup, ça pourrait être vu comme une atteinte à la souveraineté et une forme d'ingérence de l'ancienne puissance coloniale par certains acteurs africains. Mhm. Si je peux rajouter quelque chose, Oui, allez-y. je pense que
le garant, c'est vraiment le pétrole. Enfin, c'est pas le Portugal. Et moi, j'ai une hypothèse. Enfin, je pense que le prêt qui ont été faits par le Brésil depuis les années 70 était déjà enfin, avec un garant lié au pétrole. Donc, c'est peut-être une démarche qui était déjà là, qui marchait déjà bien. Et donc, la Chine arrive avec ses besoins de matières premières et il y a déjà sur place quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien. Donc, ces moments-là, ça confirme que le garant, c'est justement le pétrole. Oui, 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 oui. Moi, Oui, oui. puisque vous prenez la parole, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos du rôle des entreprises privées dans le secteur de la construction. Oui. Les exemples que j'ai d'entreprises privées dirigées par des ressortissants chinois, ce sont des entreprises de droit local. Ce sont Mm. donc des petits entrepreneurs qui ont réussi leur coup. Alors, on en trouve en Algérie, on en trouve à Brazzaville, hein, mais dans la majorité des cas, les gros chantiers, ce sont toujours des entreprises publiques, que ce soit des entreprises publiques directement sous la tutelle du gouvernement central ou des Mhm. entreprises publiques sous tutelle des gouvernements provinciaux. Mais ça reste des entreprises publiques, hein. Donc, et je ne pense pas que, sauf cas très particulier, que ces entreprises privées puissent effectivement rentrer en concurrence frontale avec les grandes entreprises publiques chinoises. Elles peuvent peut-être travailler. Donc, c'est pour ça que lorsque vous employez le seul exemple, et encore en mettant des guillemets, d'entreprises privées chinoises qui soient très actives en Afrique, c'est Huawei. Et encore, je vous dis privé avec des guillemets, hein, Mhm. et qui puisse avoir une stratégie qui ne soit pas une stratégie qui soit ancrée dans des décisions pékinoises, hein, qui puisse lui être propre. Et encore, c'est même pas, c'est pas garanti. Donc, c'est pour ça que je crois que les contours de votre démarche devraient être précisés et avoir une réflexion un petit peu plus approfondie sur le sens que vous donnez au mot entreprise privée, car je suppose que vous voyez des succursales d'entreprises publiques avec un statut local. Alors, Ce sont tous ces éléments à mon sens, qu'il faudrait éclairer. mhm. À mon avis, alors, ce que j'ai vu dans le terrain, il y a des entreprises enfin, qui sont arrivées en 2006 et qui se sont installées. Elles sont arrivées pour faire des projets liés avec de projets construits ou financés par des entreprises étatiques. Mais au fur et à mesure, ils ont commencé à percevoir que c'était un bon marché de rester en Angola. Et ils ont donc s'y sont installés. Et je ne dirais pas que c'est négligeable le montant d'investissement qu'ils font par rapport à enfin, évidemment, euh, c'est pas quelque chose de proportionnel avec ce que les entreprises étatiques le font. Mais à mon avis, on peut comprendre cette présence privée comme aussi comme un deuxième tour de cette présence chinoise. Quand le prêt décroise enfin, énormément, le montant de prêt octroyé par la Chine vers l'Angola, euh, au même temps, on voit ces entreprises qui commencent à occuper cet espace vide et qui vont investir dans la construction de centres malls, de centres commerciaux, dans la construction de, de logements et de haut standing en plus. Enfin, moi, je vous conseillerais de retracer la généalogie de ces entreprises parce que euh, ce- pratiquement aujourd'hui, toutes les entreprises chinoises en Chine ont un statut de droit privé. Donc, à partir de ce moment-là, c'est très facile d'avoir d'établir des confusions. Mhm.
Donc, le problème, c'est de savoir quelle est effectivement leur liaison. Est-ce qu'elles sont pas, est-ce que ce sont pas des filiales de filiales de filiales, car finalement, ça les ramène, hein, dans le giron d'une entreprise publique, hein. Et je vous dis que dans la majorité des cas, les entreprises réellement privées, avec un ressortissant chinois à leur tête, ce sont des entreprises créées par un émigré qui a réussi. Et ce sont des entreprises de droit local. Et ce qui va compliquer les choses, c'est que quand ils vont réussir, ils vont chercher à créer une maison mère en Chine. Et par un artifice, l'entreprise qui était angolaise va devenir filiale d'entreprise chinoise. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui mérite d'être approfondi, parce que c'est très intéressant de voir qu'il puisse y avoir un activisme proprement privé Oui, à côté d'une présence, dirons-nous, beaucoup publique. oui. Donc, Oui, mais ça mériterait d'être bien circoncis. Ouais, mais je suis d'accord. Ce sont des entreprises des droits locaux, effectivement. Oui. ma, Et ma donc, vérifiez bien. expérience, ma expérience, si je peux parler, c'est ça. Allez-y. Et que très difficile de distinguer ce qui est privé et public quand on parle sur la Chine. Car les distinctions qu'on a dans notre droit, ils sont différents du droit chinois. Et les Chinois, ils ont l'idée de la communauté comme un tous, la harmonie. Et cette harmonie légale, elle provoque la distinction entre public et privé. Ce n'est pas comme ici, dans notre cadre légal. Et alors, la distinction n'est pas possible de faire avec beaucoup de clarité, car à la fin, c'est toujours quelque chose qui est dépendant de l'État. Ce que je vois est que cette distinction n'est pas très firme des narrations chinoises avec l'Angola et les autres pays, je pense. C'est ça que vous dites. Et c'est pour ça que l'expression entreprise d'État est très mauvaise, car elle Oui. occulte tout. Parce que les entreprises, ce sont des entreprises à fonds publics, à capitaux publics, mais de droit privé. Mhm. Hmm. Donc, si vous voulez, selon les langues que vous privilégiez, vous pouvez avoir porter un jugement qui risque d'être différent. Et Moi, toute l'astuce de la réforme chinoise depuis les années 80, ça a été de privatiser la gestion des entreprises tout en conservant la propriété publique sur les capitaux. Alors, quand on parle d'entreprise d'État, si vous voulez, on nie cette évolution. Alors, cette évolution, elle explique, dirons-nous, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où on a des entreprises de droit privé, mais en fait, c'est indirectement l'État qui peut toujours les commander. euh, en tout cas, Célestin, je voudrais vous soumettre dans un débat une lecture d'un ancien, un ancien de l'économie industrielle. Euh, lorsque j'écoute, euh, voilà la lecture que je fais, il y a une sorte finalement, de multinationalisation qui part du sud vers la Chine et de la Chine vers le sud. Je m'explique. Une entreprise de droit local qui se crée, et lorsqu'elle grandit, elle va créer une filiale, je sais pas, une maison mère en Chine. Et on voit également les entreprises chinoises elles-mêmes, qui sont des entreprises publiques, qui vont avoir effectivement donc des entités qu'elles vont créer en Afrique. Et finalement, on a une sorte de logique de multinationales publiques, puisque les entreprises chinoises vont avoir des filiales, ou je ne sais pas, je pose des questions comme ça, hein. Et puis, on trouve une entreprise locale chinoise qui elle-même... alors, est-ce qu'on n'aurait pas une vision d'investissement croisé, quoi, hein, d'investissement croisé qu'on connaît, euh, qu'on qu'on- qu'on connaît dans la logique de la multinationalisation? C'est-à-dire qu'une entreprise chinoise locale, enfin créée par un Chinois qui grossit et puis qui va créer une maison mère en Chine. Et puis, effectivement, on a l'inverse également qui va se faire. Parce que je vous soumets ça, hein. disons que moi je dirais que les choses ne sont pas tout à fait
il n'est pas tout à fait possible de les mettre en parallèle. D'abord, les filiales, hein, ou les succursales peuvent être très vite repérées, ne serait-ce que par leur nom. L'entreprise Petaoustock, dès qu'elle arrive en Angola, elle devient Petaoustock Angola. Hum. Si elle est déclarée, c'est bon. Donc déjà, l'affiliation, elle s'établit clairement. Dans le cas que j'évoquais, c'est une entreprise qui a été créée par un ressortissant chinois en Angola et qui, pour pouvoir se donner une stature internationale, va décréter un jour qu'il serait temps qu'elle puisse être aussi de droit chinois et donc va déclarer une entreprise en Chine, lui donner le même nom, et cette entreprise en Chine va être considérée comme étant la maison mère de ce qui est sa mère en fait. Hein. Donc ce sont des stratégies qui ne se recouvrent pas. Hein. Dans le cas de l'entreprise privée, il s'agit d'une resinisation. Donc c'est le contraire même de la multinationalisation. De surcroît, dans le cas des entreprises chinoises, dans la grande majorité des cas, je ne parlerai pas de multinationalisation, mais d'internationalisation, hein, qui est quand même une étape à un degré relativement inférieur. Donc, je crois encore. Alors, c'est y aller à grande louche, hein, mais en tout cas, les deux processus ne sont pas le reflet de l'un par rapport à l'autre, tel que pourrait donner un miroir pourrait donner l'impression. Hein. Et après, la sinisation ou la resinisation, elle a plusieurs portées. Elle a une portée évidemment sociale, le Guangxi, le réseau, etc. Elle a une portée un peu politique, certainement, parfois. Et puis surtout une portée économique et commerciale, dans le sens où tel acteur chinois qui crée une maison mère ou même une filiale de son entreprise créée en Angola, en Côte d'Ivoire ou ailleurs en Chine, c'est également pour évincer les intermédiaires et donc finalement obtenir des produits ou des matériaux moins chers que les matériaux et marchandises qu'il va acheter à des intermédiaires en Chine. Donc c'est également pour couper parfois les intermédiaires directement à la source. Et puis Ah après, ben, il y a des mais éléments effectivement ça, c'est socio-économiques. une logique de la multinationalisation. C'est l'intégration verticale. Hein. Une entreprise qui fait ça, elle fait de l'intégration verticale. C'est-à-dire, en fait, elle va couper. Ça s'appelle l'internalisation. Hein. Donc, si on reprend les travaux de Dunning, c'est ça. Une entreprise qui dit, voilà, je vais couper les intermédiaires, donc elle internalise, donc elle intègre dans son propre réseau, donc pour les raisons de coûts de transaction ou pour les raisons de barrières qui peuvent être multiples, douanières ou... ben ça, c'est de la logique ça, c'est la logique de la multinationalisation. Même si c'est une petite entité. Hein. Oui, c'est à petite échelle. Là, on ne parle pas de milliards de dollars de capitaux. Non, non, mais c'est pas la question de milliards de dollars, mais c'est la logique même. Hein, la logique qui est derrière. Si on reprend la littérature qu'on connaît, on retrouve ça. Hein. Mais est-ce qu'on rapatrie les capitaux? Ah, je pense qu'il est reparti, les Chinois. Hein. Moins que les Parce autres. que, par Et exemple, en tout cas, les profits qu'il réalise dans les pays restent sur place. Il les rapatrie, les Chinois. Ils vont les rapatrier sur plusieurs formes. Enfin, je ne suis pas spécialiste, hein, donc je oui, ne suis qu'un observateur. Ils vont les rapatrier par des mécanismes qu'on appelle back-to-back, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire. Là, un des interlocuteurs a parlé, le garant sur le pétrole, c'est-à-dire ils peuvent se faire financer par les matières premières. S'ils se font financer Ah, par les matières premières, là, tu mélanges tout, Célestin. Ah, enfin, Ah, moi, parce que là, ce que Marianne évoque, c'est le cas de l'entreprise qui se resinise. Et en fait, il n'a pas intérêt à rapatrier les capitaux parce qu'il en a besoin sur place pour pouvoir continuer. Ça reste malgré tout des entreprises qui sont pas de petite dimension. Hein. oui, donc et enfin, comment va-t-elle financer? Je pose la question à vous. Comment finance-t-elle la maison mère? Si elle installe une, Et la maison mère, elle n'a pas si besoin elle de financer, installe il une s'agit activité, simplement d'une déclaration. Oui, c'est une représentation. il Et n'a pas après besoin ça, il n'a pas la besoin de maison mère, capitaux pour l'installer? elle a un capital limité et on dit qu'en fait, ce capital, ça représente la valeur de l'entreprise qui est à l'étranger. On le voit, c'est le processus qui est à l'œuvre avec les paradis fiscaux. Hein. Hmm. Donc, elle le réalise à capital zéro.
Oui, c'est simplement une déclaration et c'est beaucoup plus une façon de se présenter. Je suis chinois. Moi, chinois, hein, j'ai réussi à l'étranger, je rentre en Chine et je montre bien que mon entreprise, elle est chinoise et non pas angolaise. Alors, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des Chinois ou éventuellement D'accord. des fournisseurs qu'il peut avoir, mais ils sont pas du tout dans cette logique du grand capitalisme multinational auquel tu fais allusion, hein. On est vraiment, en fait, ce sont des petits hommes d'affaires, hein, qui ont réussi leur coup, des petits entrepreneurs qui ont un beau travail, une belle entreprise en Angola, en Algérie ou ailleurs, mais derrière, c'est pas Total, Non. c'est pas Bolloré, rien à voir, hein. Oui, Igor, vous sembliez vouloir dire quelque chose? Non, je voulais juste confirmer votre affirmation par rapport à ce que j'ai découvert en faisant du terrain en Angola. Les entreprises que j'ai interviewées disaient que ils avaient besoin de cet argent, de ces capitaux sur place justement pour réinvestir, pour payer des fonctionnaires. Donc, ils ne repatriaient pas leurs capitaux en Chine. Et il faut de la trésorerie, hein. Sinon, sans trésorerie, l'entreprise ne va pas fonctionner. Et c'est là où il faut quand même bien différencier l'investissement de la prestation de service, des contrats, du chiffre d'affaires. Enfin, là, c'est des choses très différentes et il faut bien les séparer. Enfin, Thierry le ferait mieux que moi, mais il faut vraiment les séparer, quoi. Parce que sinon, on tombe dans des travers un peu journalistiques, entre guillemets, et le jargon devient inaudible. D'accord. Donc, si j'ai compris bien, les entreprises chinoises ne rapatrient pas leurs capitaux, en fait. Mais ça, on peut Ces pas. petites entreprises-là, non. Les grandes Oui. entreprises, souvent, en fait, elles n'ont même pas besoin de capitaux à rapatrier elles en ont pas sorti. Non, D'accord. c'est ça. Mais ça, je comprends. Donc, il y a une distinction entre l'entreprise publique chinoise qui investissent Oui. effectivement dans les pays, enfin, où ils Non, s'implantent, on et n'investit les pas Qui petites chez eux. entreprises interviennent dans les pays. qui interviennent dans les pays, et les entreprises chinoises créées dans les pays, hein. C'est de Oui, ça dont et on les parle. entreprises locales créées par des ressortissants chinois. Donc, ce sont les migrants chinois qui créent ça. D'accord. Oui. Oui. Et les grands groupes publics, comme là, la CATIC en Angola ou d'autres, ne rapatrient pas parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de capitaux en Angola. Ils ont juste gagné un contrat. Donc, en fait, l'argent, il part d'Angola pour aller en Chine et pas l'inverse. Et quand quand ce sont des opérations financées avec des prêts chinois, bah, à ce moment-là, c'est une histoire entre le pays, le gouvernement du pays et une institution financière. Et l'entreprise chinoise, elle, toutes ces opérations qui impliquent des virements, etc., ça se passe en Chine. Mais enfin, je vous pose à vous deux, mais une entreprise, un migrant chinois qui a créé son entreprise, s'il transfère des fonds qu'il a gagnés de l'Angola vers son pays, c'est pas de transfert de fonds. Ça paraît bien dans la balance des paiements, même si ça peut apparaître comme ce qu'on appelle donc des transferts sans contrepartie. Mais c'est des transferts de fonds quand même. Oui, mais s'ils ont lieu. C'est ils transfèrent pas leur argent, ce qu'ils ont gagné en Angola, ça reste. Ils les transfèrent pas en Chine. Ben non, parce qu'ils vivent sur place. Hein, dirons-nous que les transferts, on va les trouver éventuellement sur les petits employés qui vont, parce qu'ils sont sur place, pouvoir nourrir leur famille comme la majorité des migrants. Mais le petit entrepreneur, lui, en fait, son capital, il est bloqué sur place pour pouvoir continuer. Alors qu'il puisse faire des dons, et dans le cas où on a un entrepreneur vraiment aisé, il va construire, il va financer une école dans son village natal, etc. Mais il ne va pas y avoir des transferts financiers, dirons-nous, à caractère industriel. Non, c'est pas ça. Dans les transferts financiers, c'est pas De des grands toute façon, capitaux. il Quand on faut bien regarde la voir que balance des paiements, les échanges ça peut être financiers, des transferts unilatéraux. Ah, ce que font les migrants, non, mais en tout cas les migrants qui sont ici, oui, nous là, en Europe, on transfère les capitaux. C'est ce qu'on appelle des oui, mais transferts enfin, unilatéraux. écoute, Et, Célestin, tu vas pas
comparer les transferts financiers qu'il peut avoir lieu entre l'Europe et la Chine et les transferts qu'il peut y avoir entre l'Afrique et la Chine. Non, c'est pas ça. Il faut que On moi doit j'ai une être dans lecture. un rapport de 1 à 1000 ou à 10 Moi, 000. moi, j'ai une lecture d'un financier, hein, qui s'allie de la finance. Donc, le Chinois qui est là, ils sont 2 ou 3 ou 4. S'il transfère des fonds, s'il envoie des fonds en Chine, même si c'est ce qu'on appelle des transferts unilatéraux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie, mais il transfère l'argent, c'est des transferts financiers. Dans Oui, la mais balance de paiement, ça paraît comme ça. Parce que même en termes de risque, quel est le Chinois qui va rester là? Il ne prendrait pas en termes de risque, risque pays, il peut arriver quelque chose, je ne sais pas, un événement, où son activité est détruite par je ne sais pas quoi, des émeutes, tout ce qui peut arriver, qu'il ne mette pas son argent, qu'il ne transfère pas son argent dans son pays. Pour des c'est questions, je l'État. pense que vous n'avez Tu peut-être es pas en regardé train ça. de raisonner, de vouloir raisonner des comportements individuels de petits entrepreneurs comme s'ils étaient des dirigeants de grosses entreprises multinationales, ce qui est totalement Ce n'est pas faux. ça que je fais, Thierry. Les Africains qui sont ici en Europe, qui sont à l'étranger, et ce qu'on appelle les transferts des migrants, Les remises. c'est un individu pris individuellement. Mais la Ah somme oui, de ces transferts constitue des transferts de fonds. Donc, en mais termes ça de... suffit. Moi, je pose simplement Mais cette c'est question. l'État qui va déplacer le problème. Mais non, hein, la situation, bon, la situation, hein, des migrants en France et qui transfèrent, tu n'as pas le même volume de migrants, de petits migrants chinois qui font des opérations de ce type de l'Afrique vers la Chine. C'est absolument pas comparable, hein. Et alors là, on est sur trois trucs. Tu as le migrant, hein, que tu viens de mettre sur la place, le petit entrepreneur qui a réussi et qui a une entreprise prospère, hein, mais qui est quand même qu'une petite entreprise, et la grosse entreprise. Hein. Tu ne peux pas résumer le comportement de ces trois types d'agents par un seul type de comportement. Et d'autre part, encore une fois, pour que ça ait une signification au niveau de l'Afrique, du développement de l'Afrique, il faudrait que ces transferts soient importants, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, en termes d'observation, moi, je parle maintenant en tant Ben, qu'Africain. même en termes d'observation, En tout cas, quand le je vois nombre en est Afrique, faible. non, mais je vais vous dire en termes d'observation. Hein, quand je vais en Afrique, dans mon pays, vous avez beaucoup de petits entrepreneurs chinois ou des commerçants chinois. Ah oui, oui. En tout cas, ils tiennent pratiquement une grande activité. Et si vous regardez bien, la plupart des biens qu'ils vendent viennent de Chine. Ce qui veut dire qu'il y a des mouvements de capitaux qui partent du Congo vers la Chine. Oui, mais, Oh, oui, c'est des mouvements de capitaux, Thierry. oui, Tu oui, non, mais je suis tu peux pas d'accord. les balayer Mais, d'un revers de main. Donc, peut-être que mais je c'est ne quelque pas chose que dans. vous n'avez pas observé, mais je pense, je pose à ceux qui font du terrain, il faut regarder ça. Quand, au Congo, aujourd'hui, les Chinois tiennent le commerce, tiennent la petite activité commerciale et qui montent même, tiennent le bâtiment. Donc, ce que tu as décrit des entrepreneurs chinois locaux, on les trouve là-bas. Je pense que c'est le même phénomène qu'un République démocratique du Congo. Donc, ces Chinois-là sont en lien direct avec leur pays d'origine. Donc, Mais c'est tu vois peut-être encore une fois le marginal, problème, mais tu rassembles des choses. Hein, le comportement du petit commerçant qui doit s'approvisionner et le comportement du petit entrepreneur local, hein, ils ne sont pas identifiables. Ce ne sont pas les mêmes. Il y a le petit entrepreneur local, hein, d'origine chinoise, hein, il n'a pas la nécessité forcément d'avoir à importer des matières premières. comment il trouve des fonds pour financer son activité? Soit il obtient des prêts bancaires locaux, soit il ne Il les peut obtient pas. obtenir des prêts bancaires locaux, et effectivement, c'était le rôle que jouait la Société Générale. Hein. Il peut aussi avoir constitué un certain capital au fur et à mesure du développement de son entreprise, et que ça soit le L'objet fonds du le débat. fonds de trésorerie sur Mais moi, je lequel. pense qu'on doit regarder ça. Il faut qu'on regarde ça à l'aune. On doit regarder ça à l'aune de transfert de fonds.
il Oui, faut eh ben, regarder écoute, ça. euh, comme tu as l'air Peut-être qu'on va très éclairé, regarder. je ne peux que te solliciter, hein, pour nous présenter une réflexion, dirons-nous, dans le cadre d'un futur séminaire où tu nous montreras, où tu nous chiffreras, hein, et ces transferts de capitaux, hein, même si c'est uniquement pour regarder le cas propre du Congo-Brazzaville que tu connais forcément bien, hein, et ça sera un apport à notre compréhension, et Bon, voilà. je Mais te sollicite. c'était des questions naïves, hein. C'était des questions naïves Ah parce que non, les questions naïves sont toujours les meilleures, en tout Célestin. cas, le sentiment des Congolais, Ah oui, peut-être pas en oui, Angola, oui. le sentiment des Congolais sur place, ils ont Ah le oui, oui. sentiment que leur Mais argent, c'est le sentiment, et oui, ça oui, fait bien sûr, partie ça d'un reste autre à type vérifier. d'analyse. En tout cas, On sort de l'analyse purement on est économique tout pour à aller fait. sur Mais une il analyse faut qu'on regarde ça sociologique. de près. Ils ont le sentiment qu'il y a des transferts de fonds qui Ah partent oui, oui. ce qu'ils gagnent, ils envoient en Chine. Ça, c'est le sentiment des populations. Maintenant, il reste à vérifier. Est-ce que c'est des transferts unilatéraux ou sans contrepartie? Bon, peut-être que Oui, c'est un ben, aspect qu'il faudrait eh ben, regarder. écoute, nous comptons sur toi pour nous éclairer euh, bientôt. OK, je m'excuse d'avoir, Non, 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 parce que mais ça ça fait partie de la j'ai appris beaucoup de discussion. choses parce que OK, je m'arrête. Non, non, mais c'est intéressant, hein, c'est des questions intéressantes. Le fait de savoir dans quelle banque, pardon, les ressortissants chinois au Congo, en Côte d'Ivoire, en Algérie, en Angola, mettent leurs capitaux, leurs sous, c'est intéressant. Et savoir si effectivement il y a des transferts de fonds, entre guillemets, entre Angola et Chine, entre Côte d'Ivoire et Chine, etc. C'est quand même intéressant. Après, la question des remises, je pense qu'elle est quand même pas vraiment assimilable à celle qu'on connaît en Europe, notamment de l'Ouest, parce que les migrants, il n'y a pas de portée humanitaire. Enfin, la vocation humanitaire est quand même très faible pour la Chine, entre guillemets. Donc, c'est pas tout à fait le même type. Et en plus, ce sera pas du tout les mêmes volumes dans tous les cas. Donc, je crois que la question des remises est moins pertinente, même si, d'après ce que j'ai lu, elle est quand même pas beaucoup investiguée non plus, hein. Elle est pas très, c'est pas une question qui a été beaucoup développée dans la littérature, mais Thierry peut-être confirmera. J'ai jamais lu vraiment de papier sur les remises des migrants chinois d'Afrique, quoi, en Afrique. Mais bon, ça peut être Parce que intéressant. la majorité d'entre eux sont payés directement en Chine, donc ils n'ont pas besoin de faire des envois pour les travailleurs sous contrat, ils sont payés en Chine. Ah oui, non, je parlais plutôt de migrants qui iraient travailler dans un cercle, je sais pas, Oui, relationnel ou familial, dans un commerce ou un restaurant. D'accord, Donc OK. plutôt des privés, hein. Bon, on a beaucoup dévié, hein, oui, ce matin. Non, je m'excuse, hein, Non, 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 mais mais c'est en vous non, écoutant, c'est en vous écoutant, en écoutant l'analyse, Non, mais de la filialisation, les filiales, que pendant je me très suis posé ces longtemps, questions. Et c'est des questions naïves, hein. non, mais pendant très longtemps, les remises des migrants chinois vers la Chine ont été très importants au point de vue économique pour le Fujian, pour le Guangdong. Et récemment, il y a des communautés villageoises du Guangxi qui sont parties en Afrique et qui, en dehors de l'État, rapatriaient de l'argent au Guangxi, qui est une des provinces les plus pauvres, et ça jouait un certain rôle dans le développement local. Alors, où est-ce que ça en est maintenant? Ça vaut la peine d'essayer d'avoir euh, des l'éclairage, oui. faits, enfin, ou des données fiables. C'est pas du tout négligeable, hein. Ouais. Il faudrait prendre un pays comme Madagascar, alors, où on a une communauté un peu historique. Enfin, en tout cas, une partie des Chinois. Parce que Oui, bon, l'Angola, à mon avis, c'est plus récent. non, pour l'Angola, c'est plus récent, mais En tout cas, c'est Bien, noté. Nous allons faire une essayer de remarque. regarder ça. Oui, ben, oui, oui, je t'en prie, et ce serait un apport intéressant. Merci.
il y a un jeune que j'ai vu, mais je crois qu'il s'est déconnecté, Bakebana, il s'est déconnecté, Oui, et, c'est qui fait déconnecté. une thèse sur les prés chinois dans les deux Congos, mais il s'est déconnecté malheureusement. Disons que nous accueillons de la même façon chercheurs confirmés et doctorants, ce n'est pas un problème. D'accord. Avez-vous des questions à poser? Non. Ben non. En tout cas, notre intervenant a fait un exposé. Je suis désolé que d'autres personnes qui étaient très intéressées n'aient pas pu l'entendre, mais comme je disais tout à l'heure, l'enregistrement va être disponible. Euh, Son exposé nous a fait partir dans beaucoup de directions, à tel point que nous l'avons un peu condamné au silence. Euh, donc, ouais, si vous vouliez dire quelque chose avant qu'on close ce séminaire, la parole est à vous. Ah, merci. Je peux parler un petit peu avec Oui, oui, Célestin parlez. de sentiment, du sentiment. Et Angola, il y a aussi du sentiment, et le sentiment, c'est double. Quand on regarde aux élites, le sentiment, c'est un sentiment positif en regard la Chine. Ils pensent que la Chine a contribué pour le développement de l'Angola. Ils pensent que la Chine est un bon partenaire. Alors, quand on regarde ou qu'on peut appeler les classes moyennes ou les travailleurs et le peuple en général, le sentiment généralement est d'antipathie, de très grande antipathie. Ils pensent que oui, la Chine et Angola pour euh, avoir tout l'argent et le renvoyer pour la Chine, ah oui, il a ce sentiment aussi. La Chine et Angola pour pêcher tous les poissons de la mer, tous les, pour amener tous les arbres de la terre, pour faire un complet sac, comme on peut appeler, avoir toutes les ressources minéraux, oui, ou on avoir ce sentiment très fort à l'Angola et avec deux niveaux, le niveau d'élite sont généralement pro-chinois et le niveau, ce qu'on peut appeler du peuple qui a beaucoup d'antipathie regard les Chinois. C'est vrai. Et c'est un problème que les Chinois, ils ont en Angola pour leur intégration plus forte dans la cité, dans l'environnement. C'est vrai qu'il y a ce sentiment qu'ils doivent être mieux étudiés. C'est une chose qui est très vraie, oui. Alors, je terminais avec le sentiment, non, avec les chiffres. D'accord. Bien, bah écoutez, nous remercions donc bon, je vais dire Oui, Rouet, hein, et la prochaine séance du séminaire, je ne sais plus à quelle date elle est programmée, elle nous emmènera au Ghana, Ah, d'accord. sur une étude qui a été déjà publiée et qui est une réflexion sur, dirons-nous, la définition de zones économiques spéciales au Ghana et dans quelle mesure ce qui a été fait est en fait la reproduction ou non d'une expérience chinoise et dans quelle mesure ce n'est pas plutôt une réflexion proprement ghanéenne à laquelle la Chine a pu participer. Voilà. En tout cas, je vous remercie et de nouveau, je renouvelle mes excuses à ceux qui ont été abusés par un message erroné qui donnait 10 heures au lieu de 9 heures pour cette séance. Excusez-moi
encore de vous avoir induit en erreur. Mais j'espère que nous aurons toujours votre présence par la suite pour assister à ces séminaires. Et comme je disais, s'il y a des doctorants téméraires, qu'ils proposent éventuellement une intervention et on verra avec eux comment s'organiser. Voilà. Merci beaucoup, Rouet, hein, et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir, oui. Au revoir. Bonne Au journée. revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bon, je vais fermer. Ok.